Le journal de ce jeudi 2 octobre 2014 vous est présenté par Mickaël Texier. Au sommaire de ce journal, Vinci dresse le bilan du MM Arena un an après la disparition du club professionnel Le Mans FC. Et oui, un bilan dressé alors que l'équipe du Mans Stadium se démène toujours pour remplir le stade. Prochain événement de taille, un match de rugby de niveau européen. Et puis sortir de prison diplômé, c'est de plus en plus fréquent. Les détenus peuvent acquérir un haut niveau d'études derrière les barreaux. À la maison d'arrêt Les Croisettes, les étudiants prisonniers recevaient aujourd'hui leur diplôme. Elle fête ses 50 ans ce week-end, l'église Saint-Aldric du Mans, au cœur du quartier Isaac, le témoin de l'explosion urbaine des années 50. Mon invité est Joël Mahé. Il viendra nous parler de son association, Les Crins Verts, qui participe pour la première fois aux Zootons ce week-end. Vous saurez tout sur cette mobilisation en faveur de la cause animale. Le MM Arena n'est pas un gouffre financier pour Vinci. Et oui, c'est le président du Mans Stadium qui le dit. Un an après la disparition du club résident, le concessionnaire du stade tirait cet après-midi un premier bilan de son activité. Lucille Cantet. 120 000, c'est le nombre de visiteurs accueillis dans le stade en un an. Ce chiffre reste bas. Pour un bon équilibre, un stade comme celui-ci devrait accueillir près de 400 000 spectateurs par an, selon nos calculs. Mais au regard du contexte et de l'absence de club résident, le pari de garder le MM Arena actif est réussi pour Vinci. C'est une économie qui n'est pas simple aujourd'hui, très clairement. Mais aujourd'hui, on sait que pendant 5 ans, notre modèle, il tient sur petit à petit permettre à un club résident de revenir dans le stade. On ne compensera pas un club résident totalement. Ça, c'est pas l'objectif de la phase de transition. En revanche, on occupera le terrain, on fera des événements, on ouvrira le stade au plus grand nombre et on accueillera le maximum de grands événements. Outre ces grandes affiches sportives, le stade s'est fait un nom dans l'organisation de séminaires et les rencontres d'entreprises. Le MM Arena veut aussi continuer à accueillir ponctuellement des matchs du Mans FC. Et dans la dynamique d'accueil des grands événements sportifs, la MM Arena recevra à nouveau une rencontre de rugby. Et oui, ce n'est pas le stade français cette fois-ci, mais l'autre club parisien, le Racing Métro, qui foulera la pelouse mancelle face à la meilleure équipe galloise lors d'un match pour le compte de la Coupe d'Europe de rugby. Le club promet une très belle rencontre et compte bien sur les spectateurs manceaux pour supporter les rugbyman. On espère effectivement que cet outil qui est magnifique puisse être à guichet fermé pour cette belle affiche, puisque comme je vous le disais, on va avoir quasiment l'équipe du Pays de Galles en face de nous avec les Ospreys, et au sein de l'équipe du Racing, comme vous le savez, il y a 6-7 internationaux français, il y a des internationaux argentins, des internationaux gallois également qui donc joueront contre leurs confrères de l'équipe de Galles, et notre ouvreur Jonathan Sexton qui est l'ouvreur donc de l'équipe d'Irlande. C'est beaucoup plus facile pour les joueurs de jouer quand le stadium et les tribunes sont pleins de personnes et avec une bonne ambiance. Ça, c'est le but pour nous, que tous les habitants ici venir pour regarder, j'espère, un bon match. On l'a appris aujourd'hui, Jean-François Legras est décédé. Le secrétaire départemental du Front National en Sarthe était âgé de 66 ans. Il est décédé hier des suites d'un cancer. Sa maladie avait été diagnostiquée au mois de mars dernier. Jean-François Legras a passé 15 ans à la tête du parti d'extrême droite en Sarthe. C'est une militante locale, Lucie Bouquet, qui assure l'intérim avant qu'un nouveau dirigeant ne soit nommé par le siège. Politique toujours, avec Jean-Claude de Boulard dans la peau du sénateur rural. Et oui, le maire de la plus grande ville de Sarthe renoue avec ses racines rurales pour l'exercice de son nouveau mandat de sénateur. Il installera son équipe et sa permanence dans son village d'origine, Saint-Marceau. C'est d'après lui pour cela qu'il a eu la confiance des électeurs. Son combat contre les normes aussi a, d'après lui, joué dans son élection. Jean-Claude Boulard qui envisage son mandat en collaboration avec les deux autres sénateurs de la Sarthe, à savoir Louis-Jean Nicolaï et Jean-Pierre Vogel, tous deux UMP. Je vous propose de l'écouter. Une règle dans ce département, qui est sur les sujets locaux et territoriaux, on se rassemble. Écoutez, les rapports entre moi et le président du Conseil général, personne ne conteste qu'ils sont bons. Bon. Et que les gens, ça leur plaît, que ces rapports soient bons. Bon. À nous de savoir si sur un territoire, on joue la coordination, le travail en commun, je le crois. J'en suis même très convaincu. Et je sais qu'en plus, c'est l'attente des maires
quelle que soit leur opinion, qu'on travaille ensemble, qu'on se coordonne, qu'on crée de la transparence dans ces fameuses réserves parlementaires, qu'on ait des appels à projets, qu'on ait des règles très, très transparentes d'usage. Non, moi je suis plutôt optimiste. Allez, y aura-t-il donc travail en collaboration entre les trois sénateurs? On posera la question à Louis-Jean de Nicolaï, il sera effectivement l'invité de l'actu vue par les politiques demain sur ce plateau. Un tiers des détenus de la maison d'arrêt des Croisettes suivent des études. Ils recevaient aujourd'hui un diplôme lors d'une cérémonie. Et oui, pour certains, c'est un simple passe-temps. Pour d'autres, une manière de préparer le retour à la vie normale, à l'extérieur de la prison. Quelles que soient les raisons, un point commun en tous les cas, la difficulté d'étudier quand on est derrière les barreaux. C'est ce qu'a pu constater Laure Girard. Les sourires et les applaudissements disent leur fierté d'avoir réussi aux examens. Et pourtant, certains n'avaient jamais mis les pieds sous les bancs d'école avant leur incarcération. J'ai arrêté à la CM2, donc là je me suis dit pourquoi pas essayer de se rattraper ici. C'est le premier pour moi, donc ouais, je suis fier, je suis content. Je suis fier, je suis content, j'espère en avoir d'autres. Du premier certificat validé par l'Éducation nationale aux diplômes universitaires, cette année encore, 150 détenus des Croisettes sont candidats aux examens. Leur taux de réussite avoisine les 80%. En venant à l'école, on a le droit aux remises de peine. Il faut être honnête. Ça peut être une motivation. Sauf que ça ne peut pas être la seule motivation parce que sinon, sur le long terme, ça ne dure pas. Et les gens qui viennent ici, où ils disent que, d'abord, ils retrouvent un petit peu d'humanité, la possibilité de discuter, d'être considéré comme un étudiant et de valoriser, en fait, leur parcours par un diplôme. Je pense que c'est quelque chose d'important. Mais en prison, apprendre n'est pas si facile. Diplôme en main, ce jeune homme entre en licence de lettres modernes. Pourtant, les livres ici se font rares. On peut emprunter des bouquins à la bibliothèque, mais pas forcément ce qu'on veut. J'aimerais bien lire La République de Platon, mais j'attends toujours de l'avoir. Pour emprunter dans les bibliothèques du Mans, un détenu doit attendre en moyenne 15 jours. Sans compter qu'ici, Internet est interdit. Une réalité dont ne se satisfait pas l'administration pénitentiaire. En juillet dernier, Christiane Taubira, garde des Sceaux, valide l'introduction des smartphones dans certains établissements pilotes. Une avancée selon la directrice. On parle de l'enseignement aujourd'hui, mais c'est valable aussi sur d'autres champs, que ce soit le travail, la préparation à la sortie, la formation professionnelle. Aussi, c'est un outil qui nous manque aujourd'hui en détention, clairement. Le bâtiment scolaire reste un refuge pour un grand nombre de détenus, une porte ouverte sur l'extérieur. Les policiers du Mans sont intervenus en nombre hier, non loin de la NTV d'ailleurs. Oui, c'est ça. De nombreux représentants des forces de l'ordre sont intervenus pour à la base, un simple contrôle d'identité qui a dégénéré au pied d'un HLM de la rue Paul Courboulet. Un déploiement impressionnant pour maintenir le calme alors que deux des jeunes contrôlés se sont rebellés, insultant et frappant les policiers. Ils ont été interpellés. L'église Saint-Aldric fête ce week-end son 50e anniversaire. C'est aussi en quelque sorte l'anniversaire du quartier. Et oui, effectivement, Pascal, un quartier Isaac qui s'est développé à la fin du 19e siècle avant de voir sa population exploser dans les années 50, d'où la construction de l'église. Mais entre les bâtiments modernes, quelques racines très lointaines du quartier sont encore visibles. Florent Clavel. Une architecture tout à fait singulière. De la pierre, des traits nets, une décoration sans superflu. L'église Saint-Aldric est contemporaine, 50 ans cette année. À lui seul, l'édifice raconte une partie de l'histoire du quartier d'Isaac. C'est la troisième église ici. Il y a donc une succession. D'abord une petite église en bois au moment de la fondation de la paroisse en 1926. Puis une seconde église qui est pour 300 habitants. Et enfin, avec le développement du quartier dans les années 50, il a été décidé d'édifier une église beaucoup plus importante. À l'époque, les architectes avaient vu grand, 17 mètres de haut, 800 places. Aujourd'hui, les fidèles sont moins nombreux, mais les habitants sont restés, eux, 6 000 au moment de la construction de l'église, le double aujourd'hui. Le quartier Isaac s'est développé à partir de 1880 et est venu en second temps, vers 1950, d'autres percements de rues, telles celles où nous sommes actuellement, avec des constructions de maisons dites Leroy-Haricot. Leroy-Haricot étant deux maçons associés qui ont beaucoup développé le quartier, et pas seulement le quartier sur le Mans. Des constructions rapides qui auraient pu balayer l'histoire, mais il n'en est rien. La fontaine Saint-Aldric, par exemple, du nom de l'évêque du Mans au IXe siècle.
Nous sommes en 833. Cette petite construction révèle les origines du nom du quartier, qui n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. C'est là où se situaient les sources qui alimentaient la ville. Et Saint-Aldric a donc décidé de restaurer cet aqueduc gallo-romain et a fait faire le travail par son frère qui se prénommait Isaac, d'où le nom d'origine de ce quartier. Plus de 1000 ans après la fontaine Saint-Aldric, 50 ans après l'église, le quartier Isaac continue d'évoluer. Construction moderne et réhabilitation, à l'image de cet ancien château, aujourd'hui maison de retraite, qui pourrait bien devenir une résidence d'ici 5 ans. On parle maintenant de la cause animale avec l'invité de l'info. Joël Mahé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association Les Crins Verts. Votre job, vous, c'est d'héberger, de sauver les animaux? Voilà, le but des Crins Verts, c'est de recueillir des animaux en souffrance, maltraités ou saisis pour maltraitance, pour plein de raisons. Des gens qui déménagent et qui veulent se séparer de leur animal. Beaucoup d'animaux? Alors on a près d'une centaine d'animaux en tout sur le site, sur la ferme. Il y a beaucoup d'équidés, des chevaux, des ânes, des poneys, chèvres, cochons, etc. Donc c'est fréquent, l'abandon et la maltraitance? C'est hélas fréquent, oui. On est même obligé de refuser parce qu'il y a trop, c'est de plus en plus. Ouais. C'est de plus en plus, comment on l'explique? Les gens achètent des animaux, c'est toujours pareil, sur un coup de tête, parce que ça fait plaisir. Les chèvres au printemps, c'est un produit de consommation courante. C'est un produit de consommation qu'on jette après, c'est toujours pareil, oui, tout à fait. Donc beaucoup d'animaux hébergés. Quel est le type d'animal que vous recueillez le plus souvent? Actuellement, c'est plutôt les chèvres, oui, parce que les chèvres. Au printemps, on achète des chèvres naines parce que c'est marrant dans le jardin et tout ça, et puis quand elles ont fait assez de bêtises, cassé les clôtures et tout, on s'en débarrasse éventuellement. Et donc c'est chez vous qu'elles atterrissent notamment? Alors on me demande si je peux les prendre, donc dans la mesure du possible, on essaye, mais c'est pas toujours évident parce que chez nous les murs sont pas extensibles non plus, donc on n'a que 3 hectares et il faut se limiter. Vous participez au Zooton ce week-end. Voilà. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est ce Zooton. Alors le Zooton, c'est un marathon des dons qui a été lancé par Animavox, la voix des animaux. C'est une fédération nationale des associations de protection animale. Donc le but, c'est effectivement de récolter des dons pour survenir aux besoins de tous ces animaux qui évidemment coûtent cher. Comment ça marche concrètement? Alors, on fait une journée spéciale porte ouverte le samedi 4 octobre. Donc chez vous notamment, chez nous. Mais dans d'autres lieux aussi. Les associations qui étaient intéressées pouvaient le faire à leur échelle, chez eux, effectivement. Donc ce sera les portes ouvertes aux Crins Verts. On a invité quelques intervenants pour animer cette journée. À quel endroit vous êtes situé, rappelez-nous? À Cré-sur-Loire, près de la Flèche. Et puis on donne un site internet, Crins Verts, alors www.crinsverts au pluriel, je la refais, www.crinsverts au pluriel 72.org. Voilà, Joël Mahé, merci beaucoup d'être venu nous parler donc de cette cause animale. Et c'est ainsi que se termine l'info pour ce jour. Dans un instant, c'est l'actu vue par les entrepreneurs.